Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence ce soir au musée Vaudou. On inaugure le deuxième semestre au niveau des cycles de conférences avec une proposition de Maria qui est à mes côtés, qui est donc guide conférencière au musée depuis quelques mois maintenant et qui nous a d'emblée proposé cette belle thématique qui étonnamment n'a jamais été traitée en 10 ans. Alors qu'au final on en parle presque tous les jours, mais voilà, on est assez content de pouvoir du coup ce soir enfin aller un peu plus au fond du sujet, donc de toutes ces représentations dans la pop culture qui nous inspirent et qui sont clairement incrustées dans nos cerveaux. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus, je vais juste vous demander d'éteindre ou de couper le son des téléphones pour pas que ça dérange. Nous, on s'occupe de filmer la conférence, donc c'est vraiment juste après pour YouTube. Mais si à la fin vous avez des questions, n'hésitez pas à échanger avec Maria. Je pense qu'elle se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Merci à vous. Bonne conférence. Merci. Bonsoir à vous toutes et tous et merci d'avoir venu à cette conférence. Avant de souligner avec quelques exemples la relation entre le vaudou et la pop culture, attardons-nous un instant sur un premier exercice de repérage. Notre étude part de la dispersion des constructions culturelles liées au vaudou, du contrat implicite des attentes que certains de nos visiteurs peuvent avoir. Il ressort que le vaudou évoque souvent des images d'hôtels étranges, de la sorcellerie, de la magie noire, des mauvais esprits et que sais-je encore, des poupées percées d'aiguilles métalliques. Ces représentations majoritaires, fréquemment liées à la magie noire et au pacte méphistophélien, ont fini par former des unités formelles et rigides qui polluent et qui habitent notre imaginaire, qui est celui auquel le musée souhaite éduquer. Le vaudou apparaît donc comme un mélange de préjugés déformants sur ce qui est en réalité une confession, un ensemble de croyances et de pratiques thérapeutiques et spirituelles partagées par des dizaines de pratiquants du monde entier. Dans les prochaines minutes, nous essaierons de nous interroger sur les liens qui existent entre le vaudou et la pop culture, en nous demandant comment les sociétés occidentales, mais pas uniquement, ont absorbé les représentations du vaudou et quel message voulait-elle faire passer à travers ces représentations. Commençons par définir les deux pôles de notre analyse, le vaudou et la pop culture. Vaudou désigne un système religieux, un ensemble de croyances animistes établies dans un contexte historique à travers la tradition et la pratique. Originaire d'Afrique de l'Ouest, le vaudou se diffuse via la traite négrière sur plusieurs continents, où il acquiert des traits syncrétiques par emprunt et incorporation des croyances vernaculaires et du christianisme. Santeria, candomblé, kimboa sont des variantes du vaudou de l'outre-Atlantique, profondément enracinées dans les pratiques multiculturelles et multiséculaires ouest-africaines. Composites, ces religions reflètent l'image des sociétés multiethniques qui les respectent. Le vaudou répond au rapport qu'entretient l'individu et son groupe aux réalités qui les entourent. Le vaudou a également une signification mémorielle, tant à travers le culte adressé aux ancêtres qu'à travers les rites spécifiques qui entretiennent la mémoire collective d'un traumatisme historique, qui est celui de la violence et de la coercition subie par les populations ouest-africaines et afrodescendantes du fait de l'esclavage et du commerce triangulaire. L'autre terme introduit dans l'analyse, c'est la pop culture, et sa définition n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer. Dans un ouvrage consacré à la théorie culturelle et à la culture pop, le chercheur John Story poursuit différents niveaux de compréhension de la pop culture. Partant des déterminations telles que la quantité et l'accessibilité des moyens de diffusion par lesquels la pop culture vient d'être favorisée à grande échelle, et passant aussi par le contraste entre l'approche de la pop culture, sa facilité d'avoir la pop culture à notre aise, et l'exclusivité des élites, Story ajoute des perspectives supplémentaires pour définir la pop culture. La relation entre culture de masse et pop culture est un autre aspect sur lequel il se penche, et il partage la position de son contemporain Jean Fisk, selon laquelle la pop culture est ce que les gens font des produits des industries culturelles. Donc la culture de masse est le répertoire, la pop culture est ce que les gens activent et le résultat de ce que les gens font à partir de ce répertoire. Et comme le développement de la culture de masse dépend d'un moyen de propagation, de production et de consommation,
la pop culture peut être lue sous différents angles. La pop culture devient une forme de libération des arcanes du quotidien. Le divertissement peut entretenir le mirage d'un sorte de rêve collectif. Par exemple, quand on est dans une salle de cinéma et on regarde un film de série, Les Pirates des Caraïbes, ou quand on est très frénétique en attendant notre star préférée sur la scène, quand on fait partie des Beehive. Est-ce que vous savez qui sont les Beehives? Ce sont les fans de Beyoncé. Je n'ai pas choisi ces deux exemples par hasard, les Pirates des Caraïbes et Beyoncé, nous y reviendrons. Mais la pop culture peut aussi devenir un lieu de tension sociale, un lieu où les artistes réinventent des mythologies et récupèrent des symboles comme expression imaginative opposée aux intérêts des classes dominantes. Un exemple évident serait le personnage inventé par Stan Lee et Jack Kirby, Black Panther, qui est devenu un symbole de l'émancipation des Noirs américains. L'idée de politiser la pop culture n'est donc pas infondée. On accuse parfois, et non sans raison, la pop culture et ses acteurs d'avoir une vision mercantile, voire cynique, davantage axée sur la production de masse, industrialisée, que sur la création authentique. Mais dans son histoire, la pop culture n'en est pas moins restée un important vivier de créateurs aux visions engagées. Si la pop culture et la culture vaudou s'entrelacent densement, c'est en particulier de par la proximité géographique entre deux terres. Les États-Unis, d'un côté, pour la pop culture, de l'autre, la culture vaudou d'Haïti et de la Louisiane. Par conséquent, ne soyez pas surpris si les liens observés entre les deux cultures répondent, dans leur grande majorité, au code du vaudou de l'outre-Atlantique et non pas du vaudou béninois et togolais, tel que nous avons l'habitude de le présenter ici au musée. Cela étant, nous verrons que cela est peut-être en train de changer à l'heure où nous parlons. Nous travaillerons avec une iconographie récente, dont la sédimentation date de moins d'un siècle. Le cinéma hollywoodien regorge de séquences pas trop bien, où se préparent des rituels démentiels, parfois accompagnés des rythmes de percussions inquiétants et d'apparitions des zombies. Dans une ambiance diffuse et menaçante, les protagonistes arrivent dans un périmètre clos, insulaire ou marécageux, où ils risquent d'être capturés par des sorciers et d'être transformés en zombies. La confrontation entre le méchant sorcier, praticien vaudou, et le héros sauveur se termine par l'éloignement ou par le fait d'écarter la force hostile et paranormale. Ce sont des histoires que je pense que je vous ai déjà fait la divulgation, ou spoiler alert, qui se terminent par le rétablissement de l'ordre initial et l'élimination de l'adversité magique et pernicieuse. Mais il y a surtout des histoires dont le topos, la thème, vengeance, amour, pouvoir, est atteint à partir d'un complot, de l'acte de conjurer, et dans lequel le vaudou est le moyen infâme et illicite de perpétrer la conspiration. Un an après avoir incarné Dracula, son rôle le plus célèbre, Bela Lugosi incarne un maître sorcier, un maître vaudou dans White Zombie. From Haiti, land of the voodoo, comes the most infamous cult of all. Bela Lugosi as Murder Legendre. I see death. Master of the undead damned, the sinister power behind the White Zombie. Dans le trailer, on a déjà vu comment il faisait fondre une effigie à la flamme d'un lampadaire. Mais ce qu'on ne voit pas dans le trailer, et si vous avez le temps de voir le film, on sait que le rituel est précédé par rencontre machiavélique entre le soi-disant bienfaiteur des jeunes mariés, Madeleine était la femme sous l'emprise du mal, et le sorcier, donc Bela Lugosi, dont les pouvoirs lui permettent entre autres de transformer les gens en zombies. Ce film inaugure l'apparition des zombies au cinéma et il le fait en lien avec le vaudou. Le scénario est influencé par les récits de voyage de William Seabrook dans The Magic Island, 1999, décrivant ses expériences en Haïti, qui, rétrospectivement, se sont révélées douteuses, comme s'il s'agissait d'une ethnographie contrefaite, parce qu'il insistait sur les points sensationnalistes, faisant de la sensation, plus qu'à
à voir cette distance ou l'objectivité de l'anthropologue. L'évocation de la figure du zombie en lien avec le vaudou, des mémoires de voyage aux fictions d'horreur des films américains classiques, n'est pas dénuée de valeurs historiques ou politiques. Les zombies et les massacres des Blancs est un cocktail qui va abreuver l'imaginaire occidental pendant des décennies et qui va produire des visions qu'on a encore aujourd'hui, ne serait-ce qu'indirectement. Mais d'où viennent précisément toutes ces visions? En Haïti, le vaudou représentait pour les colonisateurs une menace à l'ordre imposé. Et la cérémonie vaudou du Bois Caïman, qui culmina avec la première grande révolte collective en Haïti contre l'esclavage, suivie de massacres de propriétaires et de destruction de plantations, confirmant en 1791 les craintes que les Blancs pouvaient avoir des Noirs. Dans une spirale de violence alimentée par des siècles d'exploitation esclavagiste, la proclamation de l'indépendance haïtienne a précédé l'épuration ethnique ordonnée par le leader haïtien Dessalines, qui se soldera par la mort de 3 000 à 5 000 Blancs, soit leur quasi-totalité dans l'île. Parmi les massacreurs se démarque un certain Jean Zombie, réputé pour sa brutalité et qui ancrera durablement le zombie comme un personnage de terreur avec une propension à la violence sanguinaire. Cet épisode est encore suffisamment proche dans l'Amérique ségrégationniste pour que des visions racistes qui cachent mal la crainte des réalisateurs et des spectateurs, quand tel l'événement se reproduise, commencent à envahir l'espace populaire. Le stationnement des troupes Marines américains en Haïti entre 1915 et 1934, sous prétexte de maintenir la stabilité politique et économique dans les Caraïbes, fut une autre étape d'exposition des Haïtiens à la violence et au racisme. De plus, des récits condescendants sur la culture haïtienne étaient le moyen de transfigurer une approche impérialiste à une mission civilisatrice. Des volumes comme Black Baghdad ou Cannibal Cousins, signés par le capitaine John H. Craig du corps des Marines des États-Unis, sont des instruments d'une stratégie médiatique particulièrement efficace. La période 1920-1930 est prolifique en ce qui concerne l'illustration narrative du vaudou, notamment grâce aux magazines pulp comme Weird Tales. Bon marché, très accessible, très à la mode. Dans l'Appel de Cthulhu, publié en 1928 dans un numéro de Weird Tales, H.P. Lovecraft imagine une enquête autour de rassemblements mystiques. Et l'un des indices de l'investigation est une statuette confisquée à des pratiquants vaudous qui, par fanatisme, organisent des orgies et des sacrifices hideux dans les marais au sud de la Nouvelle-Orléans. Le mangaka Gutanabe reproduit le fantasme Lovecraftien sur quelques vignettes du roman graphique qu'il a publié en 2019. Le vaudou sous l'aspect du fanatisme et des sacrifices humains est également présenté en Black Moon. La protagoniste voit ses parents assassinés lors d'un rituel vaudou. Et des années plus tard, elle sera forcée de collaborer au massacre de l'intégralité de la population blanche de l'île, y compris sa propre fille. Telle est la représentation du vaudou à l'époque, absolument méchante, nécessairement contre la pureté blanche. She's gone. Rather. Let's go. S'empêcher aussi de voir le racisme par la résonance simiesque des sons. Pigeons from Hell, paru en 1938 et publié dans le magazine Weird Tales, encore Weird Tales, Robert E. Howard, entre autres connu comme le créateur du Conan le Barbare, transforme un manoir de plantation abandonnée en siège d'événements étranges, à travers des descriptions empreintes de Southern Gothic. C'est le genre littéraire, et esthétique et musical et
cinématographique qui a donné parmi d'autres William Faulkner ou Flannery O'Connor. En revenant à Pigeons from Hell, pour chercher une explication aux manifestations étranges du manoir, les protagonistes rendent visite à un vieil homme, car, et je cite, « Nous sommes confrontés à quelque chose qui dépasse le bon sens de l'homme blanc. Les Noirs en savent plus que nous sur certaines choses. » Par les murmures délirants de leur hôte centenaire, les visiteurs apprennent que les tambours qui chuchotent la nuit dans les collines d'Haïti parlent d'eux-mêmes. Les créateurs des Zouvembi sont honorés par le peuple de Dambala et qu'aucun homme blanc ne doit savoir que j'ai dansé lors de la cérémonie noire du vaudou et que je suis devenu un fabricant de zombies et de Zouvembis. Dans King of the Zombies, le vaudou devient le moyen d'arracher les secrets dans une guerre informationnelle qui traduit le véritable contexte belliqueux dans lequel le film est apparu. It's Max. You don't think he done joined up with the zombies, do you? I don't know. But if that Sangre thinks he can use Max's body to... What's the matter? Listen. What does that sound like to you? I don't know, but it ain't Gene Krupa. It's the same drums we heard the other night. Voodoo drums. We gotta find them. Oh, Mr. Bill, ain't we found enough in one day? After this, there's no telling what he's up to. Mac might be... Come on. I'm coming. On est en train d'assister à une cérémonie conduite par un savant fou nazi, entouré par son personnel zombifié, qui officie en présence d'une prêtresse vaudou une opération rituelle de greffage d'une conscience d'un corps à l'autre, afin d'extraire les précieux secrets militaires. In there. On a trop vu. Un autre exemple de la confluence des stéréotypes occidentaux liés au vaudou, dans lesquels on rencontre à la fois des zombies et une poupée percée par une aiguille, est I Walked with a Zombie. Cependant, le film ne dénigre pas complètement la croyance au vaudou, en utilisant des termes spécifiques comme Ougan, initié vaudou, ou Umfor, temple vaudou. Le script dénote une certaine déférence envers le vaudou. Donc, le beau-frère de la femme va les libérer. Il va extraire cette flèche de la statue de leur jardin commun. La femme est zombifiée. Et simultanément, on voit un rituel vaudou. Les pratiques dans le film sont présentées comme des énigmes insondables, aux accents de thriller. Les rituels attribués au vaudou dans le film, suggérés ou montrés, portent un regard ambivalent, étant utilisés à la fois pour priver le corps de la victime de sa volonté afin de la punir, et plus tard aussi pour la libérer de sa catatonie. Dans Voodoo Man, la relation entre les zombies et le transfert de conscience activé par un pseudo-rituel vaudou est reprise. Non seulement le motif est recyclé, mais aussi Bela Lugosi, qui est cette fois le Dr Marlowe, essayant de revitaliser sa femme zombifiée dans un décor chargé d'attirails ésotériques. Aussi. Des trucs inintelligibles en essayant de mettre bout à bout de cordes. Mine.
una conmigo. Ça va durer pour quelque temps. L'autophagie a eu lieu de péremptoire, en recourant aux zombies et à des prétendues cérémonies vaudou. Le film propose un méta-récit, par le fait que dans le dénouement, le héros remet un scénario à un producteur qui répète l'expérience qu'il a vécue et recommande lui aussi comme personnage principal, comme premier choix d'acteur. Il n'existe pas de meilleure illustration de l'autodévaration de cette manière de voir le vaudou que cette mise en abîme. C'est peut-être une coïncidence plus que l'éclair de génie d'un film qui reste assez médiocre. C'est assez admirable de voir qu'à peine un cycle de 10 ans d'utilisation du vaudou au cinéma, on commence déjà de tourner en rond de manière aussi assumée. Zombies on Broadway reste dans l'immobilisme de l'industrie du divertissement. Sur une autre note légère, Midnight Menace reprend certains des stéréotypes attribués au vaudou, mais les soulage de leurs composantes horrifiques. Les 2 décennies suivantes ne manquent pas de films commerciaux avec des synopsis tout aussi déficients dans la présentation du vaudou, autrement comme métaphore du mal. Dans Voodoo Woman, Isle of the Snake People, mais aussi dans I Eat Your Skin, des volontés destructrices sont à la base des rituels présumés vaudou. Peu de temps après, James Bond affronte un gangster vaudou dans Live and Let Die, tandis que dans The Night of the Sorcerers, est-ce que vous êtes préparés? Des voyageurs dans la jungle africaine découvrent un tribut de zombies vaudou qui décapitent les femmes et les transforment en vampires, naturellement. The House on Skull Mountain devient le théâtre de crimes odieux lorsque le testament d'une prêtresse vaudou est lu. La pop culture américaine est invoquée depuis le début. Et c'est vrai que leur proximité avec les cultures voodoo et hoodoo de cette côté Haïti, Louisiane, en fait des Américains des précurseurs dans l'utilisation de la thème du vaudou. Mais ils sont loin d'être les seuls. Les Britanniques ont aussi importé les récits américains du vaudou. Et ils ont fait un film inspiré par une nouvelle de Edgar Allan Poe, un film gothique qui s'appelle The Oblong Box et qui réunit pour la première fois sur le grand écran 2 légendes du genre horreur. Est-ce que vous reconnaissez les 2 acteurs? Donc, à droite, on a Christopher Lee, à gauche, on a Vincent Price. L'introduction du film présente une partie d'une cérémonie alléguée vaudou dans laquelle une personne, une victime, est défigurée brutalement. Dans Fantastic Beasts and Where to Find Them, série dérivée de l'univers Harry Potter, une manchette de journal mentionne la condamnation de l'hérésie vaudou par la présidente du Congrès magique des USA. Encerclé, on voit le titre du journal « Pickery condemns voodoo leniency ». Donc, la présidente condamne la clémence envers le vaudou. Même dans le monde fictif des sorciers, le vaudou reste antagonisé. La manière dont la pop culture profile le vaudou n'est pas seulement une question de curiosité pour une spiritualité incompréhensible, suggérée par des manifestations inexplicables ou qui, à travers des ellipses, créent une atmosphère de mystère. Pour les spectateurs, ces images deviennent l'expérience vaudou elle-même. Les réalisateurs gravent dans leur imagination faible et anxieuse une version première du vaudou, qu'il sera difficile de changer. Ce que nous identifions à travers nos exemples, ce sont des tropes, des images à travers lesquelles le vaudou est placé dans une esthétique conventionnellement sombre et qui réduit une culture à un folklore imprégné d'horreur. Le trope est fondamentalement un procédé stylistique, c'est-à-dire, d'après la définition de Chaim Perelman et Lucy Olbrecht-Stiteka, un transfert habile d'un mot ou d'une expression de son sens propre à un autre sens. Mais les tropes qui modifiaient le sens d'une forme, qui donnaient une plasticité à un motif, finissent par désigner dans le langage courant eux-mêmes des formules inébranlables, banalisées par excès de répétition et qui colonisent l'imaginaire. Nous observons comment la pop culture a contribué à passer sur le vaudou la charge négative du trope, celui d'un modèle enquisté par la répétition des formules fixes. Un changement tenant compte de l'étymologie du trope, le mot dérive du grec tropos, qui veut dire revenir, retourner, changer, s'est produit. Il ne s'agit pas, cependant,
un changement qui reflète l'ingéniosité des récits issus de la tradition orale du vaudou ou de la créativité des dispositifs cérémoniels qui se déploient au cours de cérémonies vaudou. L'injustice, une autre parmi tant d'injustices de l'histoire, réside dans l'immolation du vaudou dans une représentation diabolique suspendue dans les mécanismes de la peur. Dans le numéro de septembre 1976 du magazine Cosmopolitan est publié I Know What You Need, une nouvelle dans laquelle Stephen King fait d'une poupée l'élément de liaison d'une intrigue obsessionnelle. Bien que l'écrivain n'utilise jamais des descriptions qualifiant la poupée de vaudou, l'insinuation du livre Haitian Voodoo dans la bibliothèque du méchant peut conduire le lecteur à une hypothèse évidente. Parallèlement, le contenu de la bibliothèque révèle la passion de l'antagoniste pour la magie figurative issue des différentes cultures, soit-elle réelle ou fictive. Réelle, The Golden Bough, une étude comparative de mythologie et de religion œuvrée par l'anthropologue James Fraser à la fin du XIXe siècle. Fictif, Necronomicon, écrit du mythe de Cthulhu, inventé par l'écrivain américain qu'on a déjà cité auparavant, H.P. Lovecraft. Les titres sont répertoriés sur la diapo. Peu après cette révélation, la protagoniste découvre son effigie, The Doll Was on Top, The Elizabeth Doll, à laquelle sont attachés des fragments d'un foulard qu'elle croyait perdu, ainsi que des mèches de ses cheveux. Accrochez-vous bien, on a des explications sur les exsuvies. Les exsuvies sont les restes. Les restes, soit qu'on parle d'ongles, soit qu'on parle de mèches de cheveux, soit qu'on parle de la peau exfoliée. Les exsuvies dans l'envoûtement semblent susceptibles de fonctionner, selon l'anthropologue Alfred Gell, et je le cite, comme s'il existait un lien de causalité intime entre les exsuvies et la personne qui en est responsable. Ces exsuvies ne représentent pas métonymiquement la victime. Ils sont physiquement des fragments détachés de la victime, distributed person, la personne décentralisée dans le milieu, au-delà des limites du corps. Dans son travail, Gell utilise une analogie entre l'ensemble des causalités issues des pratiques magico-religieuses et les dynamiques intentionnelles qui conduisent à l'émergence d'un objet d'art. L'anthropologue évoque également les névralgies, qui peuvent naître de la dissémination de l'individu, ce qu'il désigne par la syntagme distributed person. Cette dissémination dans l'environnement, chacun voulant contrôler la forme qui prend sa représentation. De là viendrait la susceptibilité des croyances en la sorcellerie. À la base de l'acte magique, il y a en réalité quelque chose d'anodin plus que de transcendantal, à savoir, et je cite encore Gell, l'exploitation littérale de la situation difficile de représentation sous forme d'image. D'où l'inquiétude qui peut naître de la spéculation sur la représentation individuelle, de son évasion du contrôle propre, de la distorsion de sa propre image. En gros, c'est une question de vanité. L'utilisation des figurines percées d'ustensiles dans un dessin sinistre est attestée dans la culture matérielle de plusieurs civilisations. L'adagide, qu'on voit représenté sur la diapo, de la collection d'antiquités égyptiennes du Louvre, attribuée selon le style à l'époque romaine, donc on est au IIe siècle de notre ère, est un premier exemple. La relique a été découverte à côté d'une plaque de plomb sur laquelle étaient inscrites des malédictions. C'est comme ça qu'on connaît la fonction de cet objet. Nous ajoutons également le récit de Fraser, tiré de The Golden Bough, selon lequel les Indiens Ojibwés et les Indiens péruviens pratiquaient l'agression symbolique ou la destruction de l'effigie de la victime, visant à ce que la victime ressente les blessures infligées à l'objet image. On oublie non plus de préciser qu'en 1567, l'occultiste britannique John Dee fut convoqué à la cour de la reine Élisabeth d'Angleterre pour lutter contre les éventuels dégâts causés par une image de la reine, un cire avec une épingle implantée dans la poitrine, trouvée à Lincoln's Inn Fields. À tout cela, on peut ajouter les Waraninjo du folklore japonais, poupées de paille considérées comme des réceptacles des entités humaines ou des substituts. L'ancien rituel Ushi no Tokimairi, qui est représenté sur cette estampe-là, qui est exposé à Met Museum à New York et qui date de l'époque Edo, on est à la fin du XVIIIe siècle. Donc, l'ancien rituel Ushi no Tokimairi, traduit par la visite à l'heure du bœuf
dit Ox Hour, correspond à un créneau très précis, de 2 à 3 heures du matin, implique des malédictions et le clouage de l'effigie en paille de la victime dans le tronc de l'arbre sacré du temple shintoïste. Encore une fois, avec la sorcellerie, on se trouve dans les zones limitrophes de la religion. Les poupées de paille issues du folklore japonais sont présentes dans l'imaginaire de la pop culture à travers la série phénomène One Piece. Le personnage Basil Hawkins, connu comme le magicien, peut créer et manipuler des poupées de paille qui absorbent les dégâts qui lui sont infligés et peuvent les transférer à la personne à laquelle elles sont connectées. Dans le même temps, l'arsenal défensif d'Hawkins ne manque pas de clous. Dans le cas One Piece, ce n'est pas si évident si ces poupées viennent par la filière japonaise ou par celle occidentale. Tenant compte de la dimension particulièrement pop de l'œuvre d'Eiichiro Oda, on tente de croire que son influence est plutôt occidentale. Des poupées similaires sont trouvables aussi dans les mangas Shaman King ou Fairy Tail. One Piece n'est pas le seul manga à faire d'un pratiquant du vaudou un antagoniste, puisqu'un autre shonen, Get Backers, place le vaudou comme l'adversaire final de la série. Attention, nous n'excluons pas que dans le vaudou, il n'existe pas de figurines ou de statuettes figuratives qui présentent des perforations ou des piquets en bois implantés sur les côtés ou dans la poitrine. On peut observer quelques-uns de ces exemplaires dans notre musée aussi. Mais la localisation des différentes cavités dans le corps de l'objet rituel est importante, car elle donne du sens à l'action, positif ou négatif. Un sens construit par la somme des interactions sociales et des activités codifiées des croyants. Mais on se demande pourquoi, de toutes ces pratiques rituels du monde entier, dans lesquels les figurines à apparence humaine sont percées, sont agressées avec une intention particulière, le vaudou finit par être placé de manière unanime comme première référence dans tel acte sinistre, ludique en forme, létal en substance. Dans le laboratoire de la pop culture occidentale et dans lequel l'hégémonie américaine est écrasante, la synthèse du vaudou en canon de l'horreur peut être liée à la proximité des cultures afrodescendantes d'Haïti, de la Louisiane et des Antilles. L'incompréhensibilité d'un développement spirituel distinct peut être mêlée à l'hostilité envers l'altérité culturelle, a également contribué à la propagation des attitudes négatives envers le vaudou. Plus récemment, on se souvient que les supporters de Trump ont accusé les immigrés haïtiens d'avoir volé les animaux de compagnie des Américains pour les consommer au cours des rituels vaudou. Donc, on n'est pas si loin de ce cadre, de cette imagination tout à fait onéreuse envers le vaudou. Si nous ajoutons aussi les poupées, en revenant aux poupées, de l'univers musical de Gorillaz ou de celui d'Indiana Jones, il nous semble que tous ces poupées sont partout, comme des appareils canalisateurs de malheur. D'ailleurs, il est amusant et frappant de constater que pour trouver la scène d'Indiana Jones et le temple maudit, où le héros est frappé par les maléfices qu'un adolescent, qu'un jeune indien sikh inflige à une poupée, celle-ci apparaît immédiatement sur YouTube en tapant Indiana Jones Voodoo Doll Scene. Donc, même les algorithmes ont hérité ce biais. L'association dans la pop culture entre le vaudou et les pelotes de pingles anthropomorphiques potentiellement néfastes n'est pas la seule incongruité qui surgit lorsque le regard occidental se penche sur une esthétique qu'il ne comprend pas et qu'il déplace idéologiquement afin de la dominer. Le marchand anglais R.E. Dennett mentionne au début du XXe siècle comment le gouvernement colonial du Congo a participé activement à la formation de la conviction que ces objets à clous, comme celui qu'on voit au milieu de la diapo, étaient à l'origine de la sédition des indigènes. Comprenait-il que ces objets avaient une fonction judiciaire, punitive pour ceux qui montaient sous serment, expiatoire pour les innocents, ou bien sûr protectrice pour les menacés ou pour ceux qui se sentaient en danger? L'implantation du clou dans la statuette coïncide avec une formule particulière, avec plutôt la formulation d'une demande. De même, dans le vaudou, fixer un clou ou attacher un cadenas
à une pièce rituelle correspond à un geste et une demande précise, généralement lié à un souhait du demandeur pour sa protection, pour sa bonne fortune, donc sans caractère offensant, encore moins séditieux. Mais l'obsession de la magie persiste, et la poupée attribuée au vaudou reste facilement utilisable comme instrument de sorcellerie pour les scénaristes, pour les artistes en manque d'imagination. Même si cette poupée vaudou, telle qu'elle est représentée dans la pop culture, n'a rien à voir, est vraiment une abomination et une anomalie par rapport à la religion vaudou. La pop culture ne rejette pas les distorsions, elle les dissout et elle les recrée, offrant même des solutions poétiques aux manifestations irrationnelles. Comme c'est le cas pour l'amour qui n'est plus partagé et qui nécessite toute une panoplie d'ensorcellement afin d'entraver la personne aimée de s'éloigner. Dans la Nouvelle-Orléans des années 70, Irma Thomas décrit comment faire des charmes d'amour dans Princesse Lala. There was magic in the air, La magie dans l'air, voodoo in the night. voodoo dans la nuit. Céline Dion tente aussi, quelques années plus tard, de regagner l'amour de son amant dans son tube Pour que tu m'aimes encore. Dans le clip apparaissent par ailleurs des éléments liés à l'esthétique rituelle afro-caribéenne. J'irai chercher ton âme dans les froids, dans les flammes. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis vendanges. Les formules magiques des marabouts d'Afrique. Je dirai sans remords que tu m'aimes encore. À d'autres moments, l'allégorisation de l'affection comme un envoûtement, comme une emprise, peut devenir excessif, comme dans le clip Voodoo Doll du boy band K-pop VIX, K-pop South Korea, qui complète les paroles de la chanson dans toute sa viscéralité, dans une vision romantisée d'un attachement malsain. Dans le poème épique de Tim Burton, Voodoo Girl s'inscrit dans la typologie de ces personnages non normatifs, reclus et touchantes. Plus quelqu'un se rapproche d'elle, plus les aiguilles lui transpercent le cœur, la condamnant ainsi à la solitude. Mais, à part ces derniers exemples un peu pathétiques, on a bien compris, pour les Occidentaux, le vaudou est très, très méchant. Cependant, en s'écartant des automatismes que nous avons pu observer jusqu'à présent, c'est nécessaire de préciser d'autres nuances qui pourraient prendre le vaudou dans la pop culture. L'imaginaire innervé par la pop culture se modèle également sur d'autres interventions conceptuelles. Et la convocation du vaudou dans les couches dominantes de la culture de masse occidentale n'a pas attendu le XXIe siècle. Appuyons-nous donc sur ce répertoire alternatif dans lequel le vaudou est vecteur d'émancipation. En 1936, Orson Welles adapte la tragédie Macbeth dans un casting entièrement noir au Théâtre Lafayette de Harlem. L'action se déroulant en Haïti, dans la période post-révolutionnaire, la pièce contient des éléments du vaudou haïtien, d'où le titre de la pièce, Voodoo Macbeth. L'accueil réservé à la production n'a pas été sans controverse, notamment par rapport aux émeutes raciales qui ont eu lieu à Harlem l'année précédente. Mais la production mérite d'être célébrée comme l'une des plus belles mises en scène et les plus importantes historiquement du chef-d'œuvre de Shakespeare. L'affirmation presque identitaire du vaudou est aussi l'occasion d'éduquer. Le but est de sortir du trope vaudou-sorcellerie pour en faire un cadre culturel à défricher, à découvrir. Très tôt, Issa El Sayed, musicien haïtien d'origine palestinienne, réussit un syncrétisme musical extrêmement abouti entre jazz, musique haïtienne et afro-cubaine, ce qui lui vaut une reconnaissance importante au niveau national. Et il est encore un peu trop tôt pour parler d'une culture pop internationalisée, mondialisée en tout cas.
Dès les années 50, les musiques noires émergent et avec elles de profonds sentiments émancipateurs. Dans Voodoo Voodoo, la chanteuse Laverne Baker se fait serpent qui rampe par terre, coyote qui aboie dans la nuit, pour illustrer à la fois un chagrin d'amour, mais aussi la condition des Afro-Américains, qui affirment leur identité des proscrits. On peut mentionner aussi le choc du film brésilien Orfeo Negro, Palme d'Or au Festival de Cannes. Si le film souhaite avant tout de mettre en avant la vie dans les favelas de Rio, les rimes de samba, de bossa nova et de jazz, cette réinterprétation du mythe d'Orphée et d'Eurydice permet de voir une scène envoûtante lors de laquelle Orfeo descend métaphoriquement dans les entrailles de la terre pour tenter, sans succès évidemment, de récupérer sa bien-aimée au cours d'une cérémonie candomblé. À travers Voodoo Child, Jimi Hendrix prête une allégeance à des origines, à la fois géographiques et mystiques. La chanson est aussi une sublimation des liens entre deux formes de modification de conscience, le psychédélisme d'une part, et la transe par laquelle les initiés du vaudou se laissent habiter par les esprits au cours de cérémonies, d'autre part. Par ailleurs, dans un contexte de contre-culture prégnant en 1970, Jimi Hendrix, en se plaçant du côté du vaudou, invoque son côté rebelle. Son ami, le jazzman Miles Davis, libère une énergie créatrice épique avec Miles Runs the Voodoo Down, dans une composition qui dénote une délivrance rattachée aussi à aux manifestations transcendantes du vaudou. Toutefois, nous sommes encore avec des exemples de contre-culture et non pas de pop culture. La pop culture incrimine souvent le vaudou, la contre-culture le rétablit dans une certaine pureté. Encore aujourd'hui, l'émancipation par les images vaudou se fait dans le soi, dans l'anti. Et ce n'est pas Gaël Faye invoquant les images d'un Ougan ou du bois caïman qui nous contradira tantôt le matin. Voleur de feu défie Dieu comme un fou, refait surface, loin des fous, la fine force et faiblesse fait de ta vie un poème. Sois ouragan entre rebelles, Ougan, empereur de brigands, maquindal, bois caïman, écris des récits ou te cogner à des récits, une feuille blanche et encore vierge pour accueillir tes hérésies. Lis entre les vies, écris la vie entre les lits, puis l'ennui des vies, vite si ton cœur lui aussi s'abîme. Nous rappelons que le vaudou haïtien est à la base de la cérémonie du bois caïman, acte de départ de la révolution haïtienne aboutissant à la première république noire indépendante. L'envie de faire connaître en profondeur la culture vaudou par des artistes occidentaux atteint des sommets sur les planches de François Bourgeon dans Les Passagers du vent à partir de 1979. Mettant en scène le personnage rebelle et libre d'Issa, on y découvre la complexité du vaudou, des sociétés secrètes au panthéon détaillé et des descriptions remarquables du royaume du Dahomey et de Ouida sous le règne du roi Kpengla d'Abomey. Traduit en 18 langues et vendu à plus d'1 million d'exemplaires, Les Passagers du vent marque une rupture dans l'appréciation du vaudou en France à plusieurs égards. D'abord, parce qu'un occidental s'intéresse et représente le vaudou de manière aussi fidèle. On parle du vaudou originel. Mais de plus, parce que cette représentation se fait sur un support qui est la bande dessinée, qui plus est qui traite du thème de l'esclavage. Si la bande dessinée a été censurée aux États-Unis, il n'empêche que l'envie d'en apprendre plus sur cette culture était visible. En témoignent les expositions sur les pratiques vaudou qui ont eu lieu à partir des années 1990 à Fowler's Museum à Los Angeles. En 1991, le film de Julie Dash, Daughters of the Dust, met en scène une communauté noire goula, déchirée entre son appartenance à la modernité chrétienne, associée au départ et à la migration, et ses racines vaudou, associées à leurs ancêtres Yoruba et Igbo. Ces racines sont incarnées par le personnage de Nana, vieille femme au crépuscule de sa vie, et est incarnation du respect des ancêtres. Si on peut contester l'appartenance de ces derniers exemples à la pop culture, on a Daughters of the Dust ou Yves Bayou qui sont des films indépendants, pas pour tout le monde en tout cas,
D'autres, en revanche, en font clairement partie et se sont fondus dans une culture de masse et nous pouvons nous y attarder. L'esthétique du vaudou féministe noir est mise à l'honneur par Beyoncé quand, habillée de jaune dans le clip de Hold Up, issu de l'album Lemonade, elle personnifie la divinité Yoruba Oshun. Oshun, c'est la divinité associée à l'amour et à la générosité. Elle fait même appel à l'artiste nigérien Laolu Sembajo pour son maquillage dans le clip de la chanson Sorry. Je cite Brooks et Martin. L'art narratif de Lemonade, le parcours du traumatisme à la guérison, s'appuie largement sur une épistémologie spirituelle africaniste. De plus, dans le court-métrage pour cet album, apparaît le duo IBI, connu pour ses créations musicales qui portent un attachement à leurs racines yoruba et privilégient les percussions et les chants de la santeria. Le duo IBI sont aussi connus donc les jumelles qui ont un caractère sacré pour la culture yoruba, sont aussi les filles d'un percussionniste cubain très célèbre de Buena Vista Social Club, Anga Diaz. Nous assistons ainsi, et je cite encore Brooks et Martin, à l'utilisation de l'iconographie et du symbolisme spirituel africain dans les arts créatifs et visuels, qui repoussent la suprématie de la culture occidentale pour privilégier les cosmologies centrées sur l'Afrique, où les dichotomies bien-mal, masculin, féminin, sacré, profane, ne sont pas réciproquement exclusifs, mais constituent plutôt les deux faces d'une même médaille. Ça va? On vient avec la troisième partie où on se demande si le vaudou est absorbé dans la culture de masse ou est au seuil d'un renouveau. Parce que parallèlement, la culture vaudou est pleine de contradictions et le vaudou connaît une exposition divergente. Par exemple, dans les années 80, les stéréotypes qui liaient le vaudou à la magie et au fétichisme persistaient dans certains médias. Dans Magic Dance, qui est une chanson extraite de la bande officielle du film Labyrinth, un écho répond à David Bowie dans le jeu de mots The Power of Voodoo, Hoodoo, tandis que Johnny Hallyday est un dieu de la guerre qui chante l'idolâtrie dans Vaudor, Vaudou. Ce dernier trace un parallèle continu entre le satanisme, fils de Lucifer qui sème la mauvaise parole, et la religion vaudou, de manière totalement gratuite et incompréhensible pour un chanteur qui doit autant au blues et au rock américain. Plus récemment, 2016, Massive Attack et Young Fathers délivrent un clip inquiétant pour la chanson Voodoo in My Blood, dans lequel l'ultra-technologie prend possession sur l'humain. Voodoo, blood, living, blood, take, chill, Jimmy, soul, mimic. Dans l'univers fictionnel Wildstorm, imaginé par Alan Moore, nous retrouvons la super-héroïne Priscilla Kitten, alias Vaudou. Personnage à multiples facettes mais hypersexualisé par le regard patriarcal, trop attaché à conjuguer l'exotisme au sexuel. Dans ce cas, le pouvoir de les femmes noires se présente comme une simple indulgence graphique. La pop culture, dans sa quête permanente de renouvellement, cherche constamment des formes marginales ou marginalisées de croyances. Dans cette veine, le personnage d'acteur Jericho Drumm, frère vaudou créé par Stan Lee pour Marvel en 1973, garde encore des attributs réalistes. Il est un Ougan dont certains pouvoirs comme la transe sont évocateurs, mais il sert surtout à créer, à explorer des pistes esthétiques dans le sillage d'un renouveau du style Southern Gothic. La mythologie Marvel a également assimilé les orishas issus des traditions yoruba, très proches des voodoo du Dahomey, pour créer l'équipe des super-héros des Centaurians, Elegua, Oshun, Shango, Ogun et Oya. Mieux encore, aller s'alimenter du côté du vaudou africain, antérieur à celui d'Haïti, il est un gage de rejet de l'hypermodernité, mettant en avant, et je cite Stephania Capone, les liens avec les ancêtres et la terre-mère. La quête d'inspiration de la pop culture dans un immatériel qui n'est pas le sien est doublée aussi par la poursuite des images artistiques. Un exemple incontournable est la rumination du vocabulaire plastique de Jean-Michel Basquiat dans la pop culture. La substance des expressions artistiques underground de Basquiat dérive de la culture noire, même si ce sont les circonstances stylistiques de la pop art qui ont rendu visible dans son cas cette substance. Par ailleurs, les élites New Money font de Basquiat la métonymie du luxe. Et Kanye West et Jay-Z ont leur contribution en employant son nom à cet effet précis dans leurs morceaux. Revenons à Basquiat.
En grand, c'est la reproduction d'un tableau, The Guilt of Goat Teeth, qui date de 1982. Et on identifie dans ce tableau le baron Samedi, loi de la mort et de la résurrection dans le vaudou de l'outre-Atlantique. Le symbole figuratif peut fonctionner à la fois comme une affirmation des racines haïtiennes de l'artiste, mais aussi comme un commentaire sur le matérialisme économique. Un personnage anonyme faisant allusion au baron Samedi apparaît dans Sorry to Bother You, un film métamoderne sur les tensions d'une société raciste, ultra-capitaliste et exploitative. Un baron Samedi apparaît également dans American Gods, adaptation du roman de Neil Gaiman. Le livre ainsi que la série TV ont le mérite d'évoquer la nature complexe de la tradition vaudou à Nouvelle-Orléans et les tropismes spirituels qui peut susciter un tel espace de croisement confessionnel. De manière générale, les séries télé n'hésitent pas à d'effleurer le vaudou avec ambivalence. Supernatural le fait en 3 épisodes éparpillés sur 3 saisons différentes, ainsi que la première fabuleuse saison de True Detective ou encore American Horror Story, Coven, le volet qui date de 2013-2014. Ces 2 derniers, True Detective et American Horror Story Coven, sont enduites d'une forte touche Southern Gothic. Une autre référence à Baron Samedi dans la pop culture est Dr. Facilier, le sombre antagoniste de La Princesse et la Grenouille. Cependant, l'animation contrebalance les clichés négatifs liés au vaudou en introduisant le personnage de Mama Odie, une prêtresse vaudou du Bayou, dont les capacités surnaturelles sont du côté du bien. Le personnage est consulté et c'est Mama Odie qui donne la solution au protagoniste pour traverser le traumatisme qui les travaille. C'est d'être transformé en batracien. Parce que nous sommes de retour dans l'univers Disney, on peut faire la transition avec les pirates des Caraïbes jusqu'au bout du monde. Et nous ne pouvons pas omettre un personnage inclassable dans cette série, Tia Dalma. Elle pratique le vaudou et a le don de la prophétie. Tia Dalma se révèle, après quelques séances de divination, être l'incarnation d'une divinité marine, Calypso. Mais au-delà de la référence à la nymphe homérique et en déplaçant l'attention vers les constructions mythico-religieuses de la diaspora africaine, le rapprochement entre Tia Dalma et une entité importante du vaudou est incontournable. On parle de Mami Wata, une divinité océanique également vénérée dans la diaspora afro-américaine. Changeante, cruelle, indomptable, comme la mer, selon sa propre caractérisation, Tia Dalma est habitée par un esprit bien trop puissant et menaçant pour l'autorité des pirates. Sa libération déclenche une série d'événements décisifs dans l'intrigue du film. La scène que nous avons vue emprunte les codes d'une grammaire magico-religieuse. Par la morphologie de la captation de force, Tia Dalma est enveloppée de ficelles comme un objet rituel. Par l'utilisation des formules incantatoires, dans la séquence qui précède en fait ce fragment-là, on voit comment la justesse tonale est aussi importante que la syntaxe. Et par la gestuelle d'une conjuration divine. La présence d'un personnage féminin aussi ambivalente, semblable à une divinité marine, dépasse l'exotisme romancé du regard colonialiste, car en Tia Dalma réside une force insoupçonnée, que ses ravisseurs ne parviennent pas à apprivoiser ou anéantir, une force capable de renverser tout ordre imposé. À la base, Mami Wata est une divinité associée à la transgression. Dans la ligne droite du vaudou émancipateur, la drag queen Mami Wata, présente en finale du spectacle concours Drag Race France, accusait toute son enfance d'être possédée par l'esprit de la divinité et sommée de s'en libérer, elle décide d'en assumer l'identité à travers des costumes évocateurs. Issu du pop fantastique et rappelant plus Tia Dalma que Mami Wata, mentionnons aussi Ilaoi, une championne de League of Legends, l'un des jeux les plus populaires de l'industrie de Electronic Sports. Même si le personnage peut restaurer l'image d'une gardienne vaudou, du fait qu'elle est équipée d'un objet dieu et qu'elle possède le don oraculaire,
la résonance est altérée lorsque lorsqu'Ilaoi s'active par attaque, et non juste à des fins défensives ou protectrices. Mais un tel avatar en souffle le souvenir insolite d'une magie ancestrale qui se réinvente à travers une mythopoèse, une nouvelle sorte de mythologie, numériquement sédimentée cette fois-ci. De la même manière, dans le décor de Red Dead Redemption, le deuxième volet, s'incrustent des traces rituelles dans un dessin symbolique ancré, rappelant un VV. Les VV sont les dessins réalisés par les initiés du vaudou haïtien qui invoquent les esprits. La mondialisation de la culture et l'affirmation de l'indépendance politique des États africains permettent à la culture d'origine du vaudou de mieux se faire connaître à l'international, comme via le groupe togolais Vaudou Game avec son album Otodi. Mais démarche actuelle et locale ne veut pas dire démarche bienveillante. Dans le film Yatin, lieu de souffrance, la réalisatrice chrétienne béninoise Christine Madeleine Botokou met en scène un village aux mains de prêtres vaudous maléfiques, finalement délivrés par des pasteurs pentecôtistes. Au nom de mes ancêtres, au nom du Dieu tonnerre, au nom de Fabioso, au nom de Mamiwata, donne-moi la c'est parti là-bas. C'est un thème fréquent dans un cinéma marqué par l'influence de Nollywood, l'industrie cinématographique du Nigeria, souvent très prosélyte, qui produit aujourd'hui plus de films que les États-Unis. D'après Nashville Film Institute, les États-Unis produisent entre 300 et 900 films par an. Nollywood produit 2500 films. L'extrait qu'on a déjà vu vient de YouTube, où le film est disponible dans toute son intégralité, et qui a accumulé à peu près 1 million de vues, avec des centaines et des centaines de commentaires des chrétiens qui montrent que la propagande va très bien. En fait. Mais là encore, des contre-cultures émergent avec des films comme Divine Carcasse de Dominique Loro, Mami Wata de Fairy Obasi ou le plus récent Dahomey de Mati Diop. La pop culture a changé la vision que le monde occidental, avant tout, a du vaudou. De culture secrète, il est devenu consommable. Et la chercheuse Alexandra Boutros a raison de craindre un développement d'un vaudou totalement étranger à son origine. Un vaudou, qui a ses propres tropes, ses propres codes, et qui évolue de manière totalement indépendante du vaudou béninois, togolais ou même brésilien ou haïtien. Paradoxalement, cela laisse place à des possibilités d'émergence nouvelles, et le vaudou originel représente un terrain que les artistes occidentaux, ou non, commencent à largement utiliser. On arrive à la conclusion. Nous avons vu au cours de cette présentation un vaudou omniprésent dans la pop culture, loin de fait de la manière que nous avons de le présenter ici au musée. D'abord utilisé comme un réceptacle de peur de l'Occident blanc, puis au contraire comme moyen d'émancipation. Cette émancipation a été à son tour assimilée et récupérée par un répertoire de masse. Un répertoire de masse avide de symboles puissants, aboutissant aujourd'hui à une popularité ascendante du vaudou, dont l'évolution semble se faire sur des ramifications multiples. La plupart de ces ramifications poussent sans lien d'aucune sorte avec les cultures vaudou d'origine, qu'elles soient haïtiennes, cubaines, brésiliennes ou africaines. Chers collègues, ne sous-estimons pas la connaissance du vaudou qu'ont nos visiteurs. Certes, cette connaissance n'est pas celle que nous souhaitons leur offrir, et heureusement, car sinon pourquoi viendraient-ils au musée? Mais nos visiteurs savent énormément du vaudou, à leur manière. Ils ont déjà, de par l'imaginaire collectif, un référentiel non négligeable par rapport au vaudou. L'idée n'est pas de l'effacer, l'idée c'est de le compléter, de l'expliquer, d'en faire l'exégèse. La pop culture et le vaudou sont deux systèmes immensement complexes, évolutifs, et il est clair que le second nourrit le premier depuis les années 1930.
Mais ne mésestimons pas les formidables capacités d'adaptation du vaudou en pensant qu'il n'est qu'une nourriture absorbée sans vergogne et aussitôt abandonnée par une pop culture en permanente recherche de chair fraîche. Le vaudou africain se nourrit lui aussi de pop culture. À la manière du principe alchimique de l'échange équivalent, la pop culture a contribué par petites et subtiles touches de pinceau à inspirer le vaudou et inversement. C'est dans ce contexte que nous, médiateurs du musée vaudou, devons nous positionner en ce moment charnière, pour que le vaudou, parfois menacé dans cette ère par le prosélytisme religieux, et souvent mal véhiculé par une pop culture encore trop paresseuse, puisse continuer à fasciner. Je vous remercie pour votre patience et pour votre attention. J'espère que cette présentation aura étanché un peu la soif de pop culture et je me tiens prête à répondre à vos questions.